Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24 à la une de l'actualité. Une attaque terroriste au Burkina Faso ce dimanche 3 novembre a visé la voiture dans laquelle se trouvait le député maire de Djibo, Oumaro Diko, ainsi que 3 de ses compagnons. Plusieurs pertes en vie humaine sont à noter durant cette embuscade. Au Rwanda, un financement de 33,1 millions de dollars dans le cadre d'un projet de gouvernance climatique. La participation des citoyens à ce projet est au cœur de la lutte contre la corruption. Et enfin, le tour de cadrage de la Coupe de la Confédération africaine de football s'est achevé ce dimanche 3 novembre. Au Mali, le Djoliba Athletic Club a raflé la victoire au champion du Tchad, Elect Sport Football Club. Les attaques terroristes se multiplient dans le nord du Burkina Faso. La dernière attaque en date du dimanche 3 novembre a visé un véhicule à bord duquel se trouvait le député maire de Djibo, Oumaro Diko. Une embuscade organisée par des individus non identifiés et armés qui a résulté à 4 pertes en vie humaine. Un sujet d'Amenedji. 4 personnes, dont Oumaro Diko, député maire de Djibo, grande ville au nord du Burkina Faso, sont décédées lors d'une embuscade menée le 3 novembre 2019. Selon le communiqué signé par le gouverneur de la région, le véhicule dans lequel se trouvaient les victimes a fait l'objet d'une attaque combinée perpétrée par des individus armés non identifiés, non loin de la localité de Gaskende. La chose la plus urgente, c'est d'abord l'adoption d'une politique nationale de sécurité. Donc, qui doit faire quoi? Mais également aussi pouvoir évaluer véritablement les besoins justement qu'il y a. Parce que jusqu'à présent, malheureusement, on ne sait pas où il y a problème. Par ailleurs, vice-président du Congrès pour la démocratie et le progrès, le député maire Oumaro Diko se rendait à Ouagadougou pour une signature de convention entre le G5 Sahel et le C3 Sahel. Ce cadre de coopération transfrontalière a été créé par 9 communes du Burkina Faso, du Niger et du Mali au surlendemain d'une commémoration nationale en l'hommage aux 204 soldats morts depuis 2016 lors des combats contre les groupes terroristes. Il y a un véritable problème et on a l'impression aussi un problème de coordination entre les différentes équipes qui sont sur le terrain. Parce que des fois, il y a des informations qui sont disponibles, malheureusement, l'action ne suit pas. Donc, il y a eu beaucoup d'attaques. Il y a aussi, naturellement, la question d'équipement qui se pose. Donc, il va falloir naturellement équiper l'armée de moyens, surtout aériens. Le Burkina Faso est pris depuis 2015 dans une série de violences attribuées à des mouvements terroristes de plus en plus fréquents et meurtriers, en particulier dans le nord et l'est du pays. Ils ont fait plusieurs morts et occasionné près de 500 000 déplacés internes et réfugiés, selon l'Organisation des Nations Unies. La crise politique bat toujours son plein en Guinée-Bissau. La CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a rencontré les différents acteurs du pays à 19 jours seulement de la prochaine élection présidentielle prévue pour le 24 novembre. À l'issue de cette rencontre, l'organisme a convoqué un sommet extraordinaire à Niamey le 8 novembre 2019 pour tenter de sortir le pays de cette crise politique. Les précisions avec Philomentine. En vue d'une sortie de crise politique en Guinée-Bissau, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a convoqué un sommet extraordinaire le 8 novembre 2019 au Niger. La Guinée-Bissau compte à ce jour 2 premiers ministres, Aristide Gomez limogé par un décret du président José Mario Vaz et Faustino Foudoud Mbali, nommé à son tour par décret présidentiel. À cet effet, la communauté internationale avait affirmé son soutien à Aristide Gomez. Nous avons rencontré le chef de l'État qui nous a donné les raisons pour lesquelles il a eu cette réaction qui tient surtout à des rapports internes entre les deux. Nous lui avions fait comprendre que la légalité doit pouvoir continuer à prévaloir. Il y a un sommet le 8, le chef de l'État sera à Niamey. Les chefs d'État lui donneront la primeur de leur décision finale. La CEDEAO menace de sanctions tout ce qui perturberont le processus électoral, notamment les 12 candidats en lice pour la présidentielle du 24 novembre 2019. Toutefois, le président José Mario Vaz a affirmé devant ses militants que ces récents décrets étaient irréversibles. Si la CEDEAO continue
a acculé le président José Mario Vaz. Alors cela le radicalisera davantage dans sa position. Il ferait mieux qu'on revoie un tout petit peu le cahier de route à la lumière de ce qui a été fait et ce qui reste à faire. Pour rappel, la CEDEAO avait accepté que le président Vaz, dont le mandat a expiré, reste en poste jusqu'à la présidentielle. Par conséquent, elle a décidé que c'est le gouvernement d'Aristide Gomez qui devrait mener le pays aux élections. Au Tchad, le parti au pouvoir, le mouvement patriotique du salut, MPS, a tenu son congrès préparatoire du 2 au 3 novembre 2019 pour les échéances électorales à venir. Placé sous le thème « Premières élections législatives et locales de la 4e République en mouvement vers la victoire et victoire pour le progrès du Tchad », ce congrès a permis d'élaborer de nouvelles stratégies et de renforcer la responsabilité des organes de base du parti. Reportage de notre correspondant Mahamad Ramadan, commentaire de Neili Claude Ebessa. Au Tchad, le mouvement patriotique du salut, parti au pouvoir, a tenu du 2 au 3 novembre 2019 son 8e congrès extraordinaire en N'Djamena, à présence du chef de l'État Idriss Déby Itno. La stratégie à adopter pour les élections législatives et locales qui se précisent et la redynamisation des organes de base du parti ont été les principaux points débattus par les congressistes. Nous venons de sortir d'un congrès qui prouve une fois pour toutes que le MPS est plus que jamais prêt pour aller aux élections législatives et locales. En ce moment, notre parti est disposé à remporter toutes les échéances futures avec nos alliés et il est question de mettre la jeunesse et la femme ou les femmes au centre de cela. Le MPS a les capacités à y représenter sur l'ensemble du territoire national. Donc c'est sûr que la victoire c'est pour demain. La restructuration du bureau exécutif du parti, bien qu'inscrit à l'ordre des jours, n'a pas eu lieu faute de consensus. Les congressistes ont donné mandat au chef de l'État en tant que président fondateur du mouvement de désigner les futurs dirigeants du parti. Il y a beaucoup de camarades qui peuvent être désarçonnés par certains propos, par certaines manipulations. Le président leur a rappelé le principe qui a guidé le MPS. Il a bien dit que lorsqu'ils ont pris le maquis, ils sont revenus avec 2800 hommes contre 60 000. Ils ont vaincu les 60 000 hommes parce que simplement ils étaient unis et partageaient tout. Donc si le MPS veut gagner les futures élections à venir, notamment les élections législatives et locales, eh bien les militants doivent resserrer les rangs, doivent s'unir. Pour rappel, ce tout premier congrès du mouvement patriotique du salut de la 4e République a mobilisé environ 2000 militants du parti venus de toutes les provinces du pays. Le Cameroun vise à renforcer sa cohésion sociale dans une nation multiculturelle. De nombreuses résolutions ont été adoptées après le grand dialogue national qui s'est achevé le 4 octobre 2019. La mise en œuvre de ces résolutions pourrait mettre définitivement un terme à la crise anglophone avec plus de 200 ethnies et autant de langues et de cultures. La mise en place de structures étatiques dédiées à la promotion de ces cultures s'impose pour une véritable unité dans cette diversité. La richesse des Camerounais, un sujet de Corinne Kamsefem. Unis dans la diversité, c'est avec cette formule qu'on célèbre généralement l'unité nationale au Cameroun, un pays doté d'un riche patrimoine culturel et linguistique avec environ 200 ethnies. Cependant, les tensions sociales et politiques qui ont secoué le Cameroun ces 3 dernières années laissent entrevoir des fissures au sein de ce melting pot. À cet effet, l'une des résolutions fortes au sortir du grand dialogue national préconise la mise sur pied de nouvelles structures étatiques pour la promotion des cultures, source de richesse. On aurait dû introduire des langues nationales que les jeunes de la maternelle jusqu'à l'université apprendraient et qui deviendraient en ce moment-là des langues régionales. On peut rapidement transformer ce bilinguisme en multilinguisme des langues nationales. Cette résolution vient ainsi se greffer à des dispositions existantes. En 2018, au plus fort de la crise dite anglophone, crise qui oppose des groupes séparatistes au gouvernement camerounais dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, une commission dédiée à la promotion du multiculturalisme a été mise sur pied. Depuis, les premiers résultats de ces travaux restent attendus.
Depuis qu'elle est là, elle aurait pu relancer la promotion de nos langues, la promotion de nos cultures, des festivals, des rencontres culturelles, des choses qui seraient de nature à enrichir nos jeunes compatriotes. Les Camerounais doivent aujourd'hui relever le défi d'une véritable cohésion sociale. Si des avancées sont déjà visibles dans le vécu quotidien des citoyens avec les mariages interculturels et les migrations massives, une véritable politique nationale de promotion des cultures comme vecteur des richesses permettra de faire de ces différences de véritables atouts de développement. Un financement de 33,1 millions de dollars pour le Rwanda. Ce financement entre dans le cadre d'un projet de gouvernance climatique dans lequel les citoyens pourront prendre part afin de lutter contre la corruption dans le milieu rural. Comment les Rwandais seront en mesure de tenir les dirigeants responsables de la mise en œuvre et du suivi des résultats de ce projet? Un sujet d'Aïssatou Bari. Le Rwanda a reçu un financement de 33,1 millions de dollars de la part de l'Allemagne avec la participation des autorités rwandaises à hauteur de 359 000 dollars. Ce projet entre dans le cadre d'un programme de gouvernance climatique qui vise à impliquer davantage les populations en milieu rural. C'est la première fois qu'un tel fonds est attribué au financement de la croissance verte. Nous devrions utiliser cette opportunité pour réussir et à notre tour nouer de meilleures relations avec les sources de financement afin d'obtenir 32 millions de dollars supplémentaires. Des projets relatifs à la gouvernance climatique ont déjà été mis en œuvre par les autorités rwandaises qui sont entre autres la construction de 200 logements pour les zones à haut risque évalués à environ 10 000 dollars ainsi que la gestion durable des forêts pour un montant de 5 000 dollars. C'est un financement qui aidera le gouvernement rwandais à mettre en place les différentes politiques, que ce soit le développement de l'environnement, la production de l'énergie renouvelable, la gestion des ressources humaines, surtout des ressources naturelles. Le pays a embarqué sur un plan de 6 ans, plan de développement qui vise à accroître la production, mais à la fois à protéger l'environnement. Si le Rwanda est connu pour son rôle de pionnier dans la lutte contre la corruption en Afrique, certains exemples de corruption dans les projets communautaires de lutte contre le changement climatique ont été cités dans le projet de biogaz pour tous ou encore le programme dénommé Une vache par famille. Dans l'actualité sportive, c'était le tour de cadrage de la Coupe de la Confédération africaine de football qui s'est déroulée ce week-end du 2 et 3 novembre dans les différents stades africains. Au Mali, le Djoliba Athletic Cup a raflé la victoire aux champions du Tchad, Elect Sport Football Club. Les détails avec Mokhtar Bari. La Coupe de la Confédération africaine de football connaît son épilogue. Au Mali, le Djoliba AC recevait les Tchadiens du Elect Sport FC. Avec une victoire d'1-0 à l'aller, les rouges et verts mettent la pression pour se mettre à l'abri dès la première mi-temps. L'unique but de la première mi-temps intervient à la 31e minute par Omar Kamara. Djoliba, c'est une équipe, ils ont un bon caractère et mes gars, c'est notre deuxième expérience. Et on a trouvé une équipe très costaud devant nous. C'est deux matchs différents. Jouer avec les Arabes et nous les Africains, c'est deux choses différentes. Avec les Arabes, on sait qu'ils sont plus meilleurs que nous. Mais Djoliba, chez lui, il a très bien joué parce que chez nous, on a joué défense contre-attaque. La deuxième mi-temps fut une promenade déslantée pour les Djolibis qui étaleront toute leur soif de gagner en inscrivant 3 buts à la 48e minute, 62e minute et à la 93e minute. Le Djoliba avait besoin de cela, tout le Grand Mali avait besoin de cela. Les jeunes gens ont exécuté, vraiment ils ont fait ce qu'ils doivent faire. Je dois dire félicitations aux jeunes gens, félicitations à l'encadrement technique, aux dirigeants qui ont fait tout ce qu'il fallait pour qu'on puisse avoir cette victoire. Et aux grands supporters, les rouges, il faut leur dire merci. Ils sont venus nombreux pour venir nous supporter, on en est fiers. Le Djoliba, en se qualifiant pour la phase des poules, permet au Mali de se hisser dans le quota des 16 équipes africaines. Le Djoliba espère faire mieux que sa dernière participation en accédant au dernier carré. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.